Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du balado Joie de vivre. Aujourd'hui, parlant de joie de vivre, j'ai la grande joie de recevoir Marc Lévy pour parler de son nouveau roman « Éteignez tout et la vie s'allume ». Marc, d'abord, ce que je trouvais spécial un peu, que j'avais envie d'organiser avec vous, c'est de dire vous êtes l'auteur français le plus lu dans le monde et actuellement on fait l'entrevue dans l'hôtel le plus photographié dans le monde, qui est le Château de Frontenac. Mais oui, dans la chambre de la suite de Céline Dion. Puis vous, en plus, vous m'avez confié en arrivant que Céline, vous avez déjà écrit une lettre à la suite du premier livre, la sortie de votre premier livre. Oui, c'est vrai. J'avais reçu un très gentil, très touchant mot de Céline Dion. Quelques années après, pas l'année même, mais quelques années après la sortie du livre. Est-ce qu'elle avait lu le livre? C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Ça, c'est secret? Jamais je ne trahirais. Une lettre de Céline Dion. Écoutez, franchement, quand même. Jamais. D'abord, j'ai envie de vous demander, vous êtes à Québec depuis peu pour le Salon du livre de Québec. Depuis peu. Ouais, qu'est-ce que vous aimez de Québec? C'est pas la première fois que vous venez? Ah non, ça se compte plus d'ailleurs. Ce que j'aime bien, écoute, plein de choses. La ville est très belle. C'est toujours un bonheur d'être à un salon du livre parce que c'est quand même le moment où on sort de cette période d'écriture et de solitude pour retrouver des vrais gens. Donc c'est un moment assez privilégié. Et puis Québec, c'est quand même une ville où il fait doux vivre, même s'il fait quand même très froid. Non, mais pas aujourd'hui. Non, mais je veux dire, d'ordinaire, il fait quand même très froid. Et puis voilà, et puis j'aime la vieille ville, j'aime la Rinuite énormément. J'ai toujours aimé. Je peux même plus te dire en quelle année je suis arrivé pour la première fois au Québec, parce que maintenant ça fait comme c'était au siècle dernier, j'ose plus le dire. Est-ce qu'il y a eu des petits moments magiques depuis votre arrivée? Depuis 30 ans ou depuis avant-hier? Ça dépend, depuis avant-hier ou depuis 30 ans. J'ai connu des moments très très magiques J'ai vraiment connu des moments magiques au Québec, d'ailleurs au Château Frontenac. Ah oui? Oui. Et puis, entre autres, je veux dire. Mais là, depuis que je suis arrivé depuis 2 jours, la magie, c'est les rencontres avec les lecteurs sur le salon. La rencontre qu'on a fait hier, qui était vraiment très douce et où j'ai eu le privilège d'entendre une page d'un de mes romans lu avec énormément d'émotion et de talent par une jeune femme formidable. Et puis, non, il y a plein de petits moments comme ça. Avec ce livre-là, il y a plein justement de mots, moi je trouve de phrases qui sont absolument magiques, qui viennent nous toucher l'âme. Et parlant d'âme, j'ai pris plusieurs notes, évidemment. J'avais déjà écrit sur ma page Facebook, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, à quel point c'est un roman de douceur, de poésie, d'amour, d'authenticité, vérité, de liberté aussi. Et parmi les phrases qui m'ont touchée, il y a l'élégance ne résidait pas dans les vêtements que l'on porte, mais dans la façon dont on habille son âme. Et je me demandais comment Marc Lévy aimait habiller son âme. Mais je crois que juste, l'élégance, c'est de pas en parler. Ça se raconte pas, ce genre de choses. Moi, comment vous dire... Mais qu'est-ce qui vous touche, l'âme, peut-être? Le langage des attentions, je trouve que c'est vraiment important. Parce que dans le langage des attentions, il y a toute l'observation et l'écoute, mais qui s'inscrit aussi dans une forme de discrétion. Ce qui est beau dans le langage des attentions, c'est d'écouter et de regarder sans avoir besoin de dire qu'on écoute et qu'on regarde. C'est prêter attention vraiment pour l'autre et pas, et pas pour se mettre en avant soi-même. Donc c'est c'est délicat en fait, c'est assez fragile, mais je trouve que ça nourrit énormément. Puis est-ce que c'était pas le propos aussi de c'est tout à fait, c'est tout le propos du livre. C'est un livre, le thème central du livre, c'est notre propre reflet dans le regard de l'autre. Mais déjà, il faut déjà qu'il y ait un regard. Je suis content, c'est pas moi. D'habitude, c'est toujours moi, je suis hyper gêné, je m'excuse. Et là, c'est pas moi. Je le dis, je balance. C'est moi. C'est pas très délicat d'ailleurs. Ils sont en train de parler de délicatesse. C'est pas très discret. Mais par moments, ça fait du bien de dire que ça n'est pas moi. Parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui pourraient se dire, quand même, il est en train de parler de délicatesse, il aurait pu couper son portable.
Donc, de toute façon, j'étais coincé dans les deux cas. On vous couperez, je suis sûr. Non, c'est à partir du moment où on parle du regard de l'autre, il y a le fait justement que quelqu'un vous regarde. C'est important. C'est déjà un moment très privilégié dans la vie que de pouvoir se dire il y a quelqu'un qui me regarde. Ce qui n'est pas le cas, soyons très clairs. Enfin, c'est différent de la notion d'aimer à l'état pur. On aime nos enfants. Nous, on les regarde parce qu'on est attentif à la moindre des choses qui peut leur arriver. Les enfants ne nous regardent pas beaucoup, vous voyez, et heureusement, parce que tout le but de leur éducation, c'est... Des fois, ils voient ce qu'on pense qu'ils n'ont pas vu, par contre. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, je crois que jusqu'à un certain âge, ils regardent, et puis après, ils regardent moins. Et c'est pareil dans le couple. Oui, dans le couple, c'est un choix de regarder. On peut complètement vivre à côté sans regarder. Et être dans une forme de quotidien. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient ces attentions permanentes. C'était totalement dans leur ADN. Et j'ai vu des choses entre eux, mais moi, qui m'éblouissaient. Je me souviens d'un jour où Frank Sinatra jouait à Paris. Je ne sais plus, à l'Olympia, je crois. Maman était folle de Frank Sinatra et mon père avait pris des billets pour lui faire plaisir très très longtemps à l'avance. Et donc elle était sur son 31 pour aller voir Frank Sinatra. Et par la coïncidence, a voulu que je passe la voir chez elle dans l'après-midi du soir où il y avait le concert. Et puis mon père rentre de son travail, et mon père qui ne se plaignait jamais, qui n'avait jamais mal nulle part, rentre, et il est vraiment très pâle. Et donc maman lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Elle s'inquiète, il lui dit rien, une sale migraine. Je vais aller me reposer un quart d'heure, je m'habille et on y va. Il va se reposer un quart d'heure, il sort de la chambre. Et au moment où il sort de la chambre, je vois ma mère, elle a pris, son visage est vert d'eau. Et elle dit à mon père, écoute, il faut que je te demande, pardon, je suis désolé, je sais que tu as pris ces billets, mais j'ai fait une indigestion à l'heure du déjeuner, je ne suis pas du tout bien. Et l'idée d'aller dans cette salle de concert et d'être malade dans la salle de concert alors que Frank Sinatra est sur scène, c'est une angoisse terrible pour moi. Est-ce que tu m'en voudrais beaucoup si on n'y va pas? Et donc, mon père lui dit, bah, bien sûr que non, évidemment, je comprends très bien, tu es sûr? Elle lui dit, oui, vraiment, je suis sûr, je ne suis pas bien. Et donc, mon père enlève sa veste et sa cravate et il dit, bon, bah, écoute, je vais retourner moi. Et dès qu'il a disparu, je dis à maman, pardon, mais c'est quoi ton numéro là? J'étais avec toi il y a un quart d'heure, tu n'avais ni mal au cœur, ni mal au ventre, de quoi tu me... Et ma mère sourit et elle me dit, mon chéri, quel plaisir pourrais-je prendre à aller voir Frank Sinatra chanter quand je sais que l'homme que j'aime, lui, à côté de moi, n'est pas bien. C'est un plaisir qui n'aura aucun intérêt. C'est magnifique. Et elle était vraiment sincère en disant ça. C'est-à-dire qu'il y avait... Et j'ai toujours vu ça, donc ça m'a appris, je crois, beaucoup de choses que j'ai peut-être reproduites aussi de l'enfant. Oui, sans doute. Mais en fait, ce que ça nous amène, c'est exactement ça. Les deux personnages, entre autres, qu'on suit dans l'histoire, on se dit, par moments, ça vient nous chercher dans notre propre vérité aussi, je trouve, tu sais, jusqu'à quel point on est prêt à être totalement présent là pour l'autre. Mais totalement présent à l'autre, c'est d'être totalement présent à soi aussi, de faire face à sa propre vérité, ce qui n'est pas toujours facile aujourd'hui. Oui, alors c'est un peu en contre-culture, parce que tout ce qu'on voit en ce moment à la télévision et même dans le roman s'inscrit dans l'optique opposée, qui est l'affranchissement de l'autre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la vérité, le bonheur, la révélation, tout ça, c'est dans l'affranchissement de l'autre qu'il ne faut aimer, exister que par soi-même et que pour soi-même. Moi, je respecte, hein, c'est comme le fait d'être végétarien, le fait de... Ce sont des choses... Moi, je ne le suis pas et j'ai un profond respect. J'ai maintenant, la quasi-totalité de mes amis le sont. Et d'ailleurs, je leur dis, mais m'empêchez pas de manger de la viande. Moi, je sais que mon bonheur peut pas être autour de mon propre nombril. C'est-à-dire que le bonheur, pour moi, n'a jamais existé autrement que dans le partage. Et je sais que mon centre de gravité a toujours eu besoin de se déporter vers les autres.
mais c'est ma religion du bonheur à moi, c'est pas nécessairement celle d'autres. Mais c'est vrai que c'est assez à contre-culture. Alors, combien de temps va durer, entre guillemets, la grande révélation du bonheur individuel et la gouroutisation du soi et de la problématique du soi? Je sais pas pourquoi, j'ai un doute, j'ai l'impression que c'est pas vrai que l'être humain est un loup solitaire. Pour en être un professionnel, de par profession, je pense qu'on paye un prix très cher à ça. Ben, les études le prouvent même. Il y a des études très récentes qui sont sorties de l'université d'Harvard qui disaient que le facteur numéro 1 du bonheur, du bien-être, c'est nos relations avec les autres. Moi, oui, mais ce qui est très... comment vous dire, ce qui est à mon avis, une direction à laquelle je n'adhère pas, mais que je ne juge pas et que je ne critique pas, c'est qu'aujourd'hui, la culture de la relation avec les autres, c'est d'être soi, et, vous voyez, et d'être en fait finalement le centre des autres. Oui, c'est vrai. Et non pas d'être avec les autres, et au contraire de... Donc c'est vrai que ce roman, c'est un roman qui est presque d'une ancienne école, mais qui est peut-être avant-gardiste, parce que cette école-là reviendra peut-être, qui est de s'inscrire... et d'aller chercher le regard de l'autre et de se voir dans le regard de l'autre et pas seulement dans les propres certitudes qu'on nourrit. Non, et sans jugement aussi, quand vous dites dans le regard de l'autre. Et je trouvais que ce roman-là, moi, j'avais l'impression qu'il se déposait quelque chose en nous qu'on ne saisit même pas au départ. Même tout le long de la lecture, moi, j'étais assez... j'ai lu la plupart de vos livres, puis je me disais, il y a quelque chose de particulier, celui-là, de très doux, de délicat, puis en même temps, un peu coup de poing de nous amener à dire comment je vis ma vie aujourd'hui. Tu sais, quand vous dites, à un moment donné, il y a un segment où vous parlez à quel point on n'est pas présent, on n'est plus présent. On ne voit pas, on ne remarque plus les fleurs qui poussent. C'est fou, là, c'est vrai, on va vite, ça n'arrête pas. Qu'est-ce que vous faites pour vous ramener? Mais c'est là, en fait, que... comment vous dire, je pense que c'est là que la vie s'inscrit aussi beaucoup dans le partage. Ça nous aide à être dans le partage avec l'autre, ça nous aide à être plus présent. Mais oui, enfin, vous savez, quand on est avec l'autre, c'est le montrer quelque chose, hein, ou que l'autre vous montre quelque chose. Oui, c'est vrai. On va dire, ça s'inscrit dans un partage. Bien sûr, vous pouvez aller tout seul en haut d'une montagne, regarder le paysage et vous dire qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, je suis heureux. Moi, ça, je respecte, mais je sais que moi, en haut de la montagne, seul à regarder le paysage, la chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire « Oh mince, quel dommage de ne pas pouvoir partager ça avec les autres. » Alors, il y a cette contradiction dans la modernité actuelle qui me fait doucement sourire, qui est de cette revendication individuelle et individualiste, et en même temps, de ces mêmes individualistes qui passent leur temps à poster sur Instagram ce qu'ils sont en train de voir et... manger... C'est paradoxal. Mais en fait, là où la démarche est perverse, c'est que ce qu'ils regardent, c'est si ça a été liké, vous voyez, plein de fois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très égotique. C'est-à-dire, je regarde, je jouis seul, puis ensuite, je donne cette jouissance en partage à une communauté. Mais ce qui va me nourrir, c'est de voir si la communauté a vraiment apprécié, parce que ça va me mettre en valeur. Tout à coup, la montagne que j'ai photographiée, c'est moi. Vous voyez, ou la paire de chaussures que j'ai achetée, c'est moi, ou la piscine. Alors, moi, j'ai fait toute mon éducation est le contraire de ça. On a été éduqué avec ma sœur dans l'humilité du soi et au contraire dans l'attention portée vers les autres. Et donc, moi, si je suis en haut de la montagne, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir une main dans ma main et avec ou sans mots, de voir ça à 4 yeux et pas à 2. Mais peut-être que pour des tas de gens, je passe pour un benet absolu. Hein. Moi, j'assume d'être... Pas du tout. Mais là, je vais vous amener ailleurs si on parle du haut de la montagne. Il y a une phrase que j'ai trouvée très belle qui disait « S'aimer, c'est toucher au divin ». Ça, je crois ça, oui. Puis moi, je suis intéressée à savoir, en savoir un peu plus sur qu'est-ce que le divin pour vous? Quelle place ça prend dans votre vie? Parce qu'il y a cette portion-là. Mais pour moi, le divin n'a rien à voir avec Dieu. Non? Je suis athée. OK. Alors, ce qui ne veut pas dire que je ne crois en rien. Mais je ne crois pas en un Dieu. C'est une très jolie phrase, je crois qu'elle est de Nuala au Shaolin. Ça le fait de balancer des titres comme ça.
Mais bon, c'est toujours bien, j'en ai 2-3 en stock comme ça et ça fait tout de suite. Mais non, allez, j'arrête de plaisanter. Mais sérieusement, qui dit celui qui croit en un Dieu qu'il ne verra jamais et qui refuse de croire en l'homme qu'il côtoie tous les jours se trompe probablement quelque part. Donc moi, je crois pas en un Dieu. Oui, c'est-à-dire que le barbu ou le prophète je crois pas en lui. Je crois pas en un Dieu bon. Vous voyez, parce qu'après la Shoah, la guerre en Ukraine, la fin dans le monde, c'est pas toujours... ce qui ne veut pas dire que je ne crois pas en une force qui est plus intelligente, supérieure, vous voyez, enfin à celle de l'individu, et qui d'ailleurs apparemment et de toute évidence, on a un peu rien à péter du sort des hommes. Enfin, non mais si une fourmi regarde un homme, elle doit se dire c'est Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que dans le rapport de taille, sauf que si la fourmi prie vous voyez le bonhomme qui arrose le jardin autour de la fourmilière en lui disant « je t'en supplie, fais en sorte que ma fille fourmi, elle se casse pas la jambe », c'est vraiment une prière vaine parce qu'il n'y a pas de connexion, ce qui pour autant ne veut pas dire que l'homme n'existe pas et que la fourmi n'existe pas. Moi, je crois aux forces du bien et aux forces du mal. Mais je ne crois pas que ces forces-là, elles sont mystiques, divines ou magiques. Je crois qu'elles sont purement humaines. Je crois que quand les forces du bien avancent, les forces du mal reculent. Et quand les forces du bien restent immobiles, les forces du mal avancent. Je crois que les forces du mal sont beaucoup plus vociférantes que les forces du bien. Je pense que les minorités radicales, les minorités extrêmes, qu'elles soient d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême religieuse, ces minorités sont malheureusement beaucoup plus vociférantes et beaucoup plus actives que les majorités, les majorités du bien. Et c'est comme ça qu'elles existent et c'est comme ça à chaque fois qu'elles progressent et qu'elles font reculer l'humanité. Alors c'est comme le disait Obama très justement, ça avance par vagues. Vous voyez, on avance vers le mieux et puis les forces obscurantistes qui ont peur du progrès, qui ont peur de l'humanité, qui ont peur du bien arrivent avec toute leur haine et leur déferlement de haine et de détestation de l'autre et de peur du changement et hop, elles nous font reculer et elles font couler le sang et puis les forces du bien se réveillent parce que devant cette passivité... Je crois par exemple profondément aux valeurs de l'éducation et je pense que dans nos systèmes éducatifs, le fait de ne pas enseigner les fragilités des démocraties, les rouages des démocraties, le rôle de l'engagement civique et sociétal sont des grands manquements. Parce que finalement, Marignan 1515, très bien, mais je vais choquer 2-3 profs d'histoire, on s'en fout maintenant de Marignan 1515. Vous voyez, c'est trop loin. La Saint-Barthélemy, c'est très bien. Mais après, il y a une urgence, vous voyez, à faire en sorte que dans l'éducation, et je voyais ça va très dans le sens du roman, dans le partage, dans le regard. Quand un enfant arrive à 18 ans, écoutez, s'il ne connaît pas la quantité de sucre produit au Brésil en 2016, c'est pas grave. Mais ce qui est très important, c'est qu'il sache comment une démocratie fonctionne et pourquoi il faut voter et pourquoi il faut s'intéresser à la vie sociétale et pourquoi il faut s'engager dans la société. Comment on peut contribuer aussi à la société. Exactement. Bon, enfin ça, c'est que ma cuisine à moi. Non, mais c'est bien parfait. Dans le roman, je me suis permis... emporté, là, j'étais au max. Oui, c'est super, c'est super. Dans le roman aussi, il y a des portions assez prenantes, comme le texte que vous citez, là, « Nous avons besoin d'entendre l'histoire ». Je ne le lirai pas, mais c'est tellement... Dites-le. Mais non, mais c'est quand même assez long, puis je le laisse découvrir. Alors, ne le dites pas. Alors, non, si c'est trop long. Non, mais j'aime mieux vous entendre, c'est pas trop long quand on lit. Vous voulez que je le dise? Ah, mais vous pourriez le lire, par exemple. Ce serait beau. C'est quoi? Faites voir si c'est trop long, je me suis peut-être engagé. C'est ici, avec l'autre page. Oui, non, ça, je peux, si vous voulez. Oui, parce que je trouve quelque chose de très beau. Puis je voudrais savoir pourquoi c'était important pour vous de mettre ces textes-là. Nous avons besoin d'entendre l'histoire de jeunes parents qui rient à 4 heures du matin quand leur bébé cesse enfin de crier. Nous avons besoin d'entendre des histoires de fraternité, celles d'hommes qui n'ont plus peur de parler entre eux de leurs sentiments. Nous avons besoin d'entendre des histoires sur ce qui nous touche et que l'on n'a pas osé confier à nos amis. Nous avons besoin d'entendre l'histoire de ces femmes qui ont réussi à s'aimer pour connaître enfin la paix. Nous avons besoin d'entendre les histoires de ces couples qui vivent ensemble depuis 13 ans et qui continuent de s'apporter un verre d'eau sans que l'autre ait rien demandé. D'apprendre qu'en dépit des choses petites ou grandes, parfois sans importance, à propos desquelles ils argumentent, en dépit de ces disputes qui transforment leur chambre en lave, ils y retournent chaque nuit, rêvant en s'endormant de pouvoir réapprendre à s'aimer comme au premier jour.
Nous avons besoin d'entendre l'histoire de ces gens qui se sont rencontrés au mauvais moment et au bon moment. Nous avons besoin d'entendre l'histoire de ceux qui s'aiment d'un amour calme. Entendre aussi les histoires de ceux qui disent au début j'ai tout raté. Et puis ensuite, nous avons besoin d'entendre les histoires de ceux que nous avons aimés sans avoir pu leur dire, aimés tout en étant loin d'eux, aimés tout en étant obligés de partir. Nous avons besoin d'entendre notre histoire quand, dans un miroir, nous voyons nos négligences, nos renoncements et nos obstinations. Et de savoir que si dans ces moments-là, nous arrivons à trouver quelque chose d'aimable à nous dire, alors peut-être qu'il s'agit aussi d'un peu d'amour. Et j'ai écrit ça en fait parce que je crois que j'ai vécu chacune de ces lignes. J'ai aimé sans avoir pu le dire. J'ai connu ces moments de doute terribles en se regardant dans le miroir. Enfin, je ne vais pas les répéter, mais je crois que j'ai simplement, moi, vécu et connu et ressenti chacune de ces lignes. Après, il faut... J'aurais été incapable de les prononcer à haute voix. Là, vous me les avez fait lire. Mais c'est toute la magie de l'écriture, c'est de me coucher sur le papier, à l'encre, ce que l'on n'oserait jamais dire à haute voix. Donc, ces lignes-là, c'est, comment vous dire, c'est probablement la synthèse de tous mes rêves aussi. Vous voyez, parce qu'il y a aussi, évidemment, la vie, elle est nourrie d'espoir et de rêves, et puis de montagnes qu'on a envie d'escalader. Donc, c'est peut-être une façon de décrire ce divin dont vous parliez. Pour moi, le divin, c'est ça. Et ça répond à une autre de mes questions, je pense. C'est possiblement pourquoi vous écrivez encore, après 50 millions de livres vendus. Parce que je suis de plus en plus pudique, en fait. Et que le paradoxe de l'écriture, c'est que c'est une formidable libération de tout ce que la pudeur vous empêche de dire. Mais en fait, assez étrangement, comme vous trouvez cette façon de vous exprimer, vous ne cultivez pas pour autant le champ de l'impossible et vous ne cultivez pas vous ne corrigez pas, ou je dirais plutôt votre handicap. Donc moi, par exemple, ça je l'ai dit plusieurs fois en interview, parce que c'est vrai, moi je savais, j'étais incapable de draguer une femme. Je savais pas. Il y avait une pudeur devant la femme qui était telle, et c'était une pudeur humaine, mais comme comment vous dire, comme entrer en amitié, vous voyez, me demander un effort surhumain, parce que là, ça fait partie, enfin, il y a le doute de vous-même, c'est-à-dire, parce que à partir du moment, quand je parle c'est pas derrière le bon mot, le mot c'est d'ouvrir la porte de la séduction, parce que c'est engageant, il y a une déclaration, il y a une promesse, et c'est pas la promesse d'une nuit. Si vous ouvrez la porte d'une séduction... Non, mais c'est de se mettre à nu autrement. Exactement, oui, mais c'est une vraie promesse. C'est vrai en amour et c'est vrai en amitié. Alors moi, par exemple, je ne savais pas. Moi, j'étais fasciné. J'avais des copains, une fille leur plaisait, ils faisaient un pas, ils allaient leur parler. Et moi, je faisais un pas, il n'y avait pas un mot qui sortait. Vous voyez, je pouvais dire, vous auriez l'heure, s'il vous plaît. Et c'était le grand max. Mais j'ai découvert que je pouvais leur écrire. Alors, ça marche moins bien, je vous assure. Mais c'est beaucoup moins... Parfois même, on se moque. Mais, alors, c'est très libératoire, parce que à partir du moment où vous écrivez, vous dites la vérité. Mais ça ne vous apprend pas plus à parler. Donc, voilà pourquoi je continue à écrire. Parce que j'ai appris ce métier au fil des années, mais je crois que je n'ai pas plus appris à parler. Pour l'instant, ça va bien, je trouve. Oui, mais parce qu'on est dans une conversation. Mais si ça part de vous, c'est différent. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retirent de cette lecture? Qu'est-ce que vous souhaitez laisser déposer dans le cœur de vos lecteurs? Que l'image que l'on a de soi dans le miroir
même si on croit qu'elle est la vérité, elle est très subjective, parce que elle n'est finalement que le reflet de ce que l'on voit nous et de ce que l'on interprète. Et que si on se sent, on va dire, pas au top dans sa peau ou dans sa vie, c'est peut-être parce que l'image que vous renvoie le regard des autres ne vous met pas dans votre propre lumière. Et qu'en fait, la beauté, elle est totalement subjective, et elle est culturelle. On le sait très bien. Les formes, la minceur et tout ça, ça dépend de la culture. Une femme mince dans les pays du Sud, elle a l'air d'être malade. Bien sûr. Vous voyez, bon, donc ça ne veut rien dire. Et pourtant, on fait tout un cas avec le corps, le vieillissement. Et la notion d'âge, c'est pareil. Trop jeune, trop vieux. Tout ça ne dépend que de la mise en valeur du regard des autres. Donc la grande difficulté, c'est de côtoyer des gens qui vous regardent avec cette lumière et non pas qui vous regardent en vous recouvrant d'ombre. Ou en ne voyant qu'eux. C'est ça, c'est pareil. Le balado s'intitule « Joie de vivre ». Alors la dernière question, qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie de vivre? C'est vraiment d'être avec les autres. Alors moi, la joie de vivre pour moi, c'est... il y a travailler cuisiner, jardiner, tout ce qui est en fait un travail des mains, mais dans le partage, ça me rend très joyeux. J'adore ça. Entrer en cuisine et préparer un repas pour des amis qui vont venir ou pour les miens, ça, j'adore ça. Travailler le potager, planter, ça, ce sont toutes ces activités bricolées, j'adore ça. Mais ce qui me rend vraiment joyeux, c'est tout ce qui va s'inscrire dans comment vous dire, dans un partage, mais avec un petit nombre. Vous voyez, ça, c'est une vraie joie. Le fait de retrouver des gens qu'on aime, c'est une vraie joie. Mais quand je dis des gens, ça va de 1 à 4, 5, 6, 8 personnes. Mais pas... Pas 100 personnes. Non, 100... ça, moi, là, vous ne voyez plus personne. Non, mais ça, c'est une vraie joie. Le fait de retrouver vraiment... je sais que, par exemple, quand je retrouve mon meilleur ami, ça me met le cœur en joie pendant... mais j'y pense, vous voyez, des semaines avant. Parce que je sais que... Ça s'en vient, juste l'heureuse expectative. On va se marrer, on va refaire le monde de façon absurde, on va dire plein d'idioties. Rien de ce qu'on se sera dit n'aura finalement d'importance, mais c'est un vrai moment, c'est des vrais regards, c'est des vraies conversations. Et ça, c'est un moment que je guette. Je sais que quand je retrouve mon fils aîné, c'est pareil. Je parle des choses qui sont pas dans le... Pas qu'il y ait de jalousie de la part des plus jeunes enfants, mais c'est parce que je les vois tous les jours, ça n'a rien à voir. Mais même, je ne vous cache pas que d'aller en chercher un à l'école, ça me rend fou de bonheur. C'est très beau. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé dire à propos du roman ou d'autres choses que je ne vous ai pas demandé ou un mot de la fin ou quelque chose? Non. Merci de m'accueillir dans votre émission. Ben, merci à vous. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous recevoir. Merci pour ce livre. Merci pour les autres qui viendront. J'espère que, sans mettre de pression, vous êtes déjà à l'écriture. Absolument. C'est le cas d'ailleurs. Ah oui. Merci, Marc Lévy. Merci infiniment. Et on va souhaiter plein de bonnes choses à Céline, puisque sa photo est au-dessus de nous. Bien sûr.